Ne jugez pas un homme par ses réponses, mais par ses questions. Et je pense que là, Jean-François nous a posé beaucoup de questions auxquelles nous allons tenter d'apporter quelques réponses sur les 2 prochains jours. Mais aussi, le simple fait de poser ces questions nous situe déjà dans un point de vue sur notre monde en évolution. Suivre Jean-François, c'est toujours un effort, c'est toujours sportif, parce qu'il met beaucoup d'énergie. Mais heureusement, nous avons notre 3e voix ce soir, est une grande sportive. Il fallait quand même que je place quelque chose. Voilà. Donc, elle est tombée dans la politique un peu par hasard, mais on peut dire qu'elle est bien tombée parce qu'elle était donc anciennement ministre, actuellement sénatrice, vice-présidente du cercle pour l'économie circulaire, si je me souviens bien. J'ai pas de notes, j'espère que je me souviens de tout. Et je pense, si elle est tombée dans la politique par hasard, ce n'est pas par hasard qu'elle est là ce soir. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui est une digne représentante de la politique 2.0. C'est quelqu'un qui parle sans langue de bois. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à le dire quand il n'approuve pas quelque chose qui se passe. Et c'est quelqu'un qui écrit ses propres tweets. Là, je suis ravi de vous présenter pour représenter le monde politique, pour parler de comment les gouvernements, les institutions et le monde politique en général peuvent soutenir ces changements de société. Chantal Joanneau. Merci. Alors ça va pas être simple parce que je vais avoir quelques difficultés à vous inspirer le ventre vide. Vous disiez, je suis pas là par hasard. Alors, je fonctionne au coup de cœur. J'ai pas tellement, il n'y a pas tellement de continuité dans ce que je fais, pas nécessairement. Enfin, si, il y en a. Enfin, j'espère. Donc, déjà venir à Grasse, ça m'inspire parce que le maire de Grasse m'inspire. Vous savez, il y a des hommes politiques qui vous inspirent parce qu'ils sont généreux. Et c'est suffisamment rare, les femmes et les hommes généreux, pour le souligner. Ça m'inspirait aussi de venir parler de ce sujet, de mes convictions dans le monde de la cosmétique et du luxe, dont on a tendance à penser que c'est un monde de futilité. J'ai pas la langue de bois. Dont on a tendance à penser effectivement qu'il est justement aux antipodes de ce qu'on est en train d'essayer de créer ou en tout cas de ce que l'on cherche. Et puis ça m'inspirait de venir parler avec Jean-François Noubel. D'ailleurs, j'aurais préféré que tu sois là pour me poser des questions que là-bas. Ça aurait été plus sympathique de pouvoir échanger parce que justement, c'est un homme qui bouscule. Et donc, qui bouscule d'autant plus quand, comme moi, on a été élevé les pieds dans la terre. Vous parliez tout à l'heure de la manière dont nous avions été élevés. Moi, j'ai été élevée à la campagne, les pieds dans la terre. On ramenait les vaches tous les soirs. Et donc, la campagne, c'est un monde de certitude. C'est un monde de reproduction. C'est un monde où on n'aime pas trop le changement, mais on aime la nature. Donc, on sait qu'elle change chaque année et qu'elle se renouvelle chaque année. Et en même temps, j'étais élevée dans le monde, dans l'esprit de la compétition, que j'ai gardé. Je ne peux pas m'empêcher de faire quelque chose sans faire de la compétition. Et c'est profondément individualiste, la compétition. Donc c'est presque antinomique, justement, avec ce concept d'intelligence collective. Et donc, c'est très amusant d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut résoudre par ces techniques, j'ai bien compris que ce n'étaient pas des méthodes, d'intelligence collective, cette aspiration forte à la compétition. Qu'on a tous un petit peu en nous quand même. Alors, juste vous parler quand même de l'écologie, de pourquoi l'écologie, pourquoi est-ce que l'écologie m'a inspirée. Au départ, j'ai été sur ces sujets-là parce que personne d'autre n'y allait. Par défaut. J'étais dans un cabinet ministériel et on nous a dit il y a un sujet d'avenir qui va être important, c'est le développement durable. On était en 2002.
2002, j'avais aucun concurrent au sein du cabinet pour évoquer ces questions. J'étais vraiment l'étrange bestiole qui expliquait comment réduire ses consommations de papier. Donc c'était par hasard. Et j'étais beaucoup baignée de certitudes, des certitudes scientifiques et techniques. C'est-à-dire que les chiffres et les faits me semblaient tellement évidents que, comme toi, vous, je sais pas, on dit toi apparemment, Catherine, je me disais, mais c'est tellement évident, pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas ? Pourquoi est-ce que les politiques et les responsables politiques ne le font pas ? On a des chiffres, on a tous les chiffres sur les changements climatiques. Il y a un rapport récent de la Banque mondiale qui vous explique très clairement qu'avec 1 degré supplémentaire, vous perdez 1,3 point de croissance à l'échelle mondiale. On a le rapport des Nations Unies sur les objectifs du millénaire pour le développement qui vous dit très clairement que si on ne protège pas le capital environnemental à travers le monde, les objectifs de développement sont juste mort-nés. Donc ces chiffres, ils existent. Mais le problème des chiffres et de la science et de la technique, c'est que l'écologie, en réalité, ça n'est pas de la technique. Ça n'est pas de la technologie. Les technologies, on les a, en réalité. Dans bien des domaines, on les a. Dans le domaine du logement, en grande partie dans le domaine du transport, dans le domaine de l'agriculture, on les a. Le problème, il est sociétal. L'enjeu, il est sociétal. Et c'est la raison pour laquelle, à Copenhague, on ne l'a pas vu, ça. On n'a pas compris que le problème n'était pas technique, il n'était pas scientifique, il était profondément sociétal. Et c'est pour ça qu'à Copenhague, on s'est cassé le nez. Par contre, j'ai eu la chance, et je suis contente qu'on en parle, de participer à la négociation de Nagoya. Et à Nagoya, l'enjeu, il était sociétal, il était énorme. C'est d'expliquer comment est-ce que les peuples et les pays qui protègent ou qui sont ceux qui ont fait fructifier ces ressources génétiques qui sont ensuite utilisées dans l'industrie doivent être justement rétribuées. Et comment on les aide à protéger ces ressources. Et juste vous raconter comment s'est passé Nagoya, parce que c'est très significatif. À Copenhague, on avait tous les chefs d'État autour d'une table, et vous savez, il y a une espèce d'étrange succession de discours. Alors, ils parlent chacun une demi-heure. Il n'y a plus personne dans la salle pour écouter, mais enfin, ils parlent chacun une demi-heure. À Nagoya, on a fait différemment. On était tous dans la même salle. Et au moment où il y avait des points de blocage, on a organisé ce que nous, on a appelé des arbres à palabres. On s'est tous mis, on était en cercle, on était même assis par terre, avec les pays concernés qui bloquaient. Alors ça a été un moment les pays africains, ça a été ensuite les pays d'Amérique du Sud. Et puis on a dialogué. Et on a eu X suspensions de séance, mais in fine, parce que quand même c'est un accord, c'est une convention internationale qui a des enjeux énormes, et vous le saviez mieux que personne, et in fine on a trouvé un accord. Et c'était juste la technique qui avait changé en réalité, c'était juste l'écoute qui avait changé, c'était fondamentalement la confiance, avec notamment nos amis des pays africains, c'était la confiance qui a été déterminante dans la conclusion de cette négociation. Donc aujourd'hui, juste ce que je voulais vous dire, c'est que, d'abord vous faire part de mes interrogations, parce que je vais plus vous poser des questions que vous apporter des réponses. C'est que si on veut réellement que ces enjeux écologiques soient pris en compte, les défis que nous avons à relever sont bien au-delà des questions techniques. On a un problème démocratique, on a un problème économique avec le PIB, notamment. On ne sait pas prendre en compte les problématiques de long terme dans notre mode de décision. On a un problème démocratique très simple. On n'a aucune instance aujourd'hui qui prend en compte les problèmes de long terme. Et ce n'est pas un problème de mépris des générations futures, c'est que dans le système démocratique tel qu'il est aujourd'hui, de toute façon, ça n'entre pas en compte. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est qu'on est élus, nous, sur un principe majoritaire, donc sur un principe de masse. Donc tout ce qui est minoritaire et tout ce qui est émergent, on ne peut pas le prendre en compte par notre système d'élection. Donc le problème, c'est est-ce qu'un système démocratique majoritaire, aujourd'hui, peut prendre en compte ces phénomènes émergents? Et comment est-ce qu'il va les prendre en compte? Quand je vois des tas d'individus avec des idées absolument géniales, étant par nature un peu loufoque, je les écoute, mais la réalité, c'est que la première question que vont me poser mes collègues, c'est mais en quoi est-ce qu'ils sont représentatifs? Est-ce qu'après tout, ce ne sont pas des utopistes? Mais les utopistes ont toujours fait progresser la politique. Mais est-ce que ce ne sont pas des utopistes marginaux qui vont rester marginaux? Donc on a un vrai problème
démocratique sur comment est-ce qu'on intègre ces problématiques nouvelles que vous allez traiter. On a un vrai problème économique, parce que la démocratie, elle a été consubstantielle à la création du système industriel, et le système industriel, pour qu'il soit valable aux yeux de tous, on l'a incarné dans le PIB. Le PIB a été créé au début du siècle dernier, justement pour invalider la société agraire et donner une valeur à un système qui est fondamentalement un système de flux. La valeur, elle n'est créée que sur du flux. Donc on peut détruire autant qu'on veut de capital, capital humain ou capital environnemental, ça fera progresser le PIB. Quand vous avez des accidents de la route, le PIB progresse. Quand vous avez une déforestation massive, le PIB progresse. Le PIB vit, par exemple, de la maladie. On est sur un système économique de la sécurité sociale et de l'assurance maladie qui serait en déficit et qui serait même en liquidation si jamais les gens n'étaient pas malades. Donc, le débat aujourd'hui, c'est comment est-ce que collectivement on peut trouver un consensus pour sortir du PIB qui est la boussole de tous les gouvernements et de toutes les entreprises, parce que les entreprises regardent beaucoup leur compte de résultats, c'est un peu la même chose, et aller vers un indicateur qui soit un indicateur, ou des indicateurs qui soient des indicateurs plutôt de capital, capital humain, capital environnemental. Ça, aujourd'hui, moi, je ne sais pas faire. Le PIB, il a été inventé et imposé par un modèle économique dominant. Pour le modifier, je ne sais pas quelle structure collective on peut mettre en place. Comment est-ce qu'on peut utiliser les réseaux, effectivement, pour renverser ce PIB qui reste aujourd'hui dominant? On a essayé, on a essayé en demandant à quelques grandes autorités comme Joseph Stiglitz et Amartya Sen de faire un rapport sur le sujet. Ils ont fait un rapport extrêmement intéressant, extrêmement riche, extrêmement fouillé. Ils ont montré que c'était une évolution quasi inéluctable. Ce rapport, aujourd'hui, n'a aucune traduction concrète. Or, il a été rendu de mémoire vers 2010. Et ça, ce sont des questions qui se posent à nous, politiques, tous les jours. Tous les jours. Parce qu'on va être jugé sur notre capacité à faire croître ou pas le PIB. Uniquement. Alors j'ai quand même beaucoup d'espoir parce que, déjà, alors vous évoquiez cette génération, ce qu'on appelle la génération Y. Moi, j'aime pas du tout ce terme de génération Y ou génération peut-être millénium, parce que par définition, elle met les personnes dans des cases. Il faudrait être né entre telle et telle date, il faudrait avoir telle et telle caractéristique. Et c'est une présentation très uniforme de personnes qui sont par définition très complexes. Par contre, je trouve qu'il y a une forte émergence de l'intelligence aujourd'hui. C'est très frappant si vous allez donner des cours dans quelques grandes écoles. Il y a encore 5-6 ans, les élèves vous écoutaient relativement sagement. Enfin bon, ils avaient encore un peu de respect. Aujourd'hui, ils vous challenge parce qu'ils ont de l'accès à l'information, ils se renseignent avant d'écouter un cours et donc ils vous challengent en permanence. Et donc il y a beaucoup d'intelligence. Vraiment. Et puis surtout, cette intelligence, elle est en train de nous déborder par la marge. Moi, ce que je vois, parce qu'on s'occupe de consommation, de ce qu'on appelle la consommation durable, ça vous intéresse directement, c'est un sujet qu'on porte dans un think tank que j'ai créé qui s'appelle Écolo-Éthique. La preuve, Écolo-Éthique. Et sur cette consommation durable, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des phénomènes qui deviennent des phénomènes de masse, qui sont passés complètement sous le radar des autorités et des institutions publiques, alors on peut parler de Blablacar ou d'autres sites, et qui deviennent maintenant, dans certains secteurs, des phénomènes de masse. Et donc c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit que là où les pouvoirs publics n'apportaient pas de réponse, les personnes, par leur propre intelligence, par leur organisation, ont trouvé des réponses. Et donc est-ce que le rôle du politique aujourd'hui, la première tentation, ça va être de les encadrer. Comme la politique et l'État est fondé sur un principe de défiance, ça va être de les encadrer. Quand je vois qu'on veut encadrer le crowdfunding, je m'inquiète énormément. Je me dis, qu'est-ce qu'ils vont trouver comme nouvelle taxe sur ce système de financement? Est-ce que le rôle du politique, c'est pas au contraire de créer les conditions d'émergence de ces systèmes et ensuite de leur généralisation? Et donc le politique aurait plutôt intérêt aujourd'hui à s'intéresser au système coopératif au sens large. Par exemple, dans le domaine énergétique, on a en France, vous savez, on est dans une monarchie. On n'est pas complètement sorti.
Je l'avais dit quand j'étais ministre, ça a été très très mal perçu. Mais c'était pas méchant ce que je disais. J'expliquais simplement que moi, en tant que ministre qui essayait d'être relativement intègre par rapport à ses convictions écologiques, quand je me déplaçais, j'avais une 308. J'utilisais pas le pimpon. Et donc, quand j'arrivais sur un lieu en tant que ministre, il y avait toujours un gendarme, plein de bonnes intentions, qui me disait « Mais circulez, on attend la ministre ». Parce qu'on ne peut pas être ministre sans en avoir tous les symboles du pouvoir. Donc on est dans une monarchie. Et dans cette monarchie extrêmement centralisatrice, notre système énergétique est totalement centralisé. Or, ce qui marche aujourd'hui, on le voit sur les énergies renouvelables, d'ailleurs, il y a des 2 témoins de ce sujet, ce qui marche aujourd'hui, ce sont les systèmes décentralisés. Ce sont les coopératives locales. Le Danemark, par exemple, est très ancré dans ses préoccupations et a créé des coopératives. Donc le politique, est-ce qu'il n'aurait pas intérêt aujourd'hui à créer les conditions du dialogue, à créer les conditions de l'intelligence collective, à lui donner toute sa liberté? Mais ensuite, ça nous interroge, nous, politiques, sur finalement, est-ce qu'on a une valeur ajoutée? Moi-même, je vais vous dire très clairement, je m'interroge beaucoup sur est-ce que ça a un intérêt pour moi de continuer à faire de la politique, à rester élu. Est-ce que la véritable influence dans le monde aujourd'hui, il n'est pas à côté? La politique au sens gestion de la cité, est-ce qu'elle ne se fait pas par des réseaux d'influence qui sont dans les entreprises, qui sont dans les cercles de pensée, qui sont en partie dans les médias, qui sont dans des associations? Et alors nous, élus, on est en plus frappé d'un tel discrédit, quoi qu'on fasse, on est frappé d'un tel discrédit que notre capacité d'influence, elle devient extrêmement faible. On a presque un rôle de contre-influence. Donc, très honnêtement, pour moi, c'est une interrogation que je n'ai pas résolue. J'ai encore du temps puisque mon mandat s'arrête en 2017. Et au Sénat, j'ai la chance de pouvoir justement travailler sur des sujets qui n'intéressent pas grand monde, comme la prostitution, les transsexuels, enfin des sujets, des personnes qui aujourd'hui sont considérées comme un peu à part de l'humanité. Donc j'ai encore un peu de temps, mais ça c'est aussi un sujet que je peux vous porter. C'est est-ce que le politique dans un système électif classique tel qu'il est aujourd'hui, à l'échelle nationale, a un avenir? À l'échelle locale, je n'ai pas de difficulté. Je pense que là, à l'échelle d'une mairie ou au contraire, il y a un attachement, il y a un affectif, il y a un lien. Ça répond à ces tribus qui étaient évoquées tout à l'heure. Mais à l'échelle nationale, c'est une véritable interrogation. Donc voilà, je vous ai juste posé mes questions. Je ne vous ai apporté aucune réponse, donc je ne suis pas sûre de vous avoir énormément inspiré, mais j'espère que ça pourra vous servir dans la suite de vos travaux. Merci. Un très grand merci, et je pense que même si nous avons eu aucune réponse, je pense qu'on n'a jamais pris autant de plaisir à ne pas avoir de réponse. Merci beaucoup. Alors, ainsi se termine en beauté notre séance, notre trio de choc de ce soir pour ouvrir notre bal de Centifolia 2013. Mais je pense que, voilà, on a une petite illustration de la part d'Éric. Merci Éric. Voilà. Ah bah oui, force est de dire que c'est vrai. Donc, pour terminer en musique, j'invite Jazia et Benoît à terminer cette première partie de Centifolia en toute beauté. Jazia.